Merci donc pour ces mots très gentils, pour ces félicitations. Et on est d'autant plus content de son intérêt et de son attention pour cette émission que c'est une voix autorisée parce que c'est un ancien de la RTS. Donc gros coucou à M. Cheikh Tidiane Sissoko et à tous les amis qui sont accrochés à Sen TV et à Essentiel à cette heure-là de la journée. Donc gros coucou à Cheikh Tidiane Sissoko, M. Cheikh Tidiane Sissoko. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Néné, bonsoir à maman, bonsoir à monsieur le maire, bonsoir à mon marabout, Cheikh Tidiane Sissoko. Alors, doyen, nous vous permettons, maman et moi, de venir jouer un concert de Kora. Voilà. En tout cas, alors ce soir, nous parlons du transfert des 6 gazelles Oryx à la réserve personnelle du ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a d'ailleurs entraîné la mort de 2 d'entre elles. Alors, que devons-nous retenir justement, docteur, de ce transfert en tant que... Merci Nana Aïcha, je pense que c'est un acte très grave. C'est un acte très grave. Dans quel sens? C'est un acte qu'il faut analyser des doubles points de vue, légal et technique. Au plan légal, il y a le code de la chasse, la loi 8604 du 24 janvier 1986, qui définit d'abord la chasse. On dit chasse tout ce qui est le fait de tuer un animal ou de le capturer vivant. C'est la chasse. Donc il y a un acte de chasse quand on capture un animal sauvage pour le mettre dans une réserve. Alors, c'est réglé par le code et c'est réglé par les conventions internationales. Le code dispose que pour faire cet acte de chasse, il faut être détenteur d'un permis de chasse délivré par les services compétents, en l'occurrence la direction des eaux et forêts. Et donc, monsieur le ministre de l'Environnement a capturé des animaux dans la réserve naturelle de Gumbel, donc qu'il a amené dans sa ferme privée familiale au niveau de Bambilor sans en avoir une autorisation. Il évoque... Oui, mais le ministre a soutenu quand même qu'il a suivi les procédures pour justement avoir pour bénéficier du transfert de ces oryx. Mais justement, il a suivi une procédure bancale. Il y a en fait, historiquement, dans les années 1990, quand on a créé la réserve privée de Bandia ou la réserve privée de Fatala, c'est un coopérant allemand qui les a créés pour développer l'écotourisme au Sénégal. Et les gens avaient buté sur la loi, et bon, il avait le soutien des autorités politiques à l'époque. Donc on lui a concocté un protocole qui permettait qu'on lui donne des animaux sauvages pour peupler Bandia. Et en échange, il devait participer au fonctionnement de Nyokolokoba. C'était ça en réalité le protocole là. Ça a été reproduit également pour la réserve de Fatala qui est dans le Foundiougne. Mais il faut dire au ministre, et le ministre devait le savoir, les Sénégalais doivent le savoir, que cette disposition n'est pas prévue dans la loi. Et c'est grave quand un ministre de la République utilise cette procédure bancale pour prélever des animaux dans une réserve naturelle qui est protégée par la loi. Donc le ministre n'avait pas le droit de faire cela. Il n'a pas le droit de le faire. Parce que ça, c'est des actes qu'il faut analyser au plan de la loi qui régit la protection de la faune et la chasse. Et de ce point de vue, il a tort. Il a tort. Moi, je pensais que sa sortie, il allait s'excuser. Qu'il avait tort, qu'il s'excusait auprès du peuple sénégalais. Et malheureusement, il a aussi développé un argument qui est faux. C'est celui de la consanguinité. C'est le deuxième type d'argument technique qu'il a développé. Le ministre devrait savoir que dans le mode de reproduction de ce type d'animaux à l'état sauvage, c'est-à-dire les oryx. Les oryx, ce sont des animaux de grands espaces. Ils vivent dans des zones sèches, semi-arides, mais de grands espaces. Alors, dans le mode de reproduction, il y a quelques mâles dominants qui assurent la reproduction de l'ensemble des troupeaux. Et donc, ça signifie que ce mâle dominant, et donc il trace un territoire. Oui. Les femelles
sont des espèces migratrices. Mais le mâle dominant, il est sédentaire. Et quand il est sédentaire, c'est lui qui est chargé de la saillie de toutes les femelles qui passent sur son territoire. Vous voulez dire par là que le problème de consanguinité n'est pas valable? Mais il n'est pas valable techniquement. Au contraire, il va à l'encontre du mode de reproduction naturel de ce type d'animal dans la brousse. Justement, Momar, il y en a qui demandent quand même la démission du ministre de l'Environnement. La faute est-elle si grave que ça? Écoutez, moi j'ai entendu le ministre dire qu'il n'a rien à te reprocher et qu'il n'est nullement ébranlé par la clameur populaire qui s'est dégagée depuis que cette affaire-là a été ébruitée. Mais je trouve que c'est une affaire extrêmement grave. Extrêmement grave parce qu'il s'agit d'espèces protégées. Et ce type d'animaux sont soumis à la Convention de Washington, laquelle convention oblige l'État à protéger ces espèces. Mais c'est surtout la ligne de défense du ministre que je n'arrive pas à comprendre. Il dit dans un premier temps qu'il s'est agi non pas d'une manœuvre personnelle, mais que ça entre dans le cadre de la politique de préservation de cette espèce et de la biodiversité. Et que c'est sur cette base qu'il a acquis ces espèces. Mais moi, dans cette affaire, il est évident que sointe un conflit d'intérêts. Parce que, quand bien même ces espèces pourraient être transférées ailleurs, pour essayer de préserver l'espèce, je crois qu'il y a beaucoup de parcs au Sénégal qui pouvaient être la destination de ces espèces. Mais pourquoi ça ferme privé? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit que ces espèces ne sont ni offertes ni achetées et restent la propriété de l'État. Et qu'il les a acquises, lui, sur la base d'un protocole. Lequel protocole précise que n'importe quel Sénégalais y a droit, mais à une condition. C'est les quoi non. La condition est que le Sénégalais, sur la base de ce protocole, puisse recevoir et accueillir ces espèces dans d'excellentes conditions. Ce qui veut dire que lui-même a violé les termes de cette convention, de ce protocole. Parce que ces deux animaux qui sont malheureusement morts l'ont été à la suite d'une certaine atrocité. Parce qu'il y a eu des blessures et il y a eu une fracture du fémur. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas respecté la disposition de ce protocole qui veut que celui qui veut acquérir ces espèces puisse le faire dans des conditions excellentes. Le transfert n'était pas sécurisé. Ça veut dire que ça n'a pas été sécurisé. Et ensuite, troisième chose, c'est que ce qui s'est passé jette un discrédit sur la politique que mène le ministre Abdou Karim Sall. Moi, il m'est arrivé de faire un tour au parc de Hann, aussitôt après sa nomination. Et comme j'avais l'habitude d'entrer dans le parc avec mon véhicule, je suis venu à la porte. On a dit qu'il y a une nouvelle disposition que le ministre Abdou Karim Sall a instaurée et qui consiste à ce que les véhicules ne puissent plus accéder au parc. C'était bien, j'avais applaudi. Parce que, disait-il, il voulait que les véhicules ne viennent pas déranger la quiétude des animaux sur place. Ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, je suis tenté de penser que le ministre n'est pas si attaché à la quiétude des animaux qu'il le prétendait. Ensuite, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, lancer une politique que beaucoup de Sénégalais ont appréciée. La lutte ou l'interdiction des déchets plastiques. Est-ce que cette affaire ne vient pas également jeter le discrédit sur cette volonté affichée de la part de ce ministre-là de préserver coûte que coûte l'environnement? Mais tout compte fait, moi je considère quand même que l'environnement est le parent pauvre de ce régime du président Macky Sall. Pour deux raisons. Parce qu'on n'a pas encore fini de dénoncer le bradage du littoral avec ses conséquences désastreuses sur l'écosystème, qu'on assiste aujourd'hui à la mise en danger de la vie d'espèces rares et protégées. Ça pose un problème. Et quand le ministre dit qu'il n'est pas ébranlé, je crois qu'il y a de quoi être inquiet de sa part. Peut-être que le président Macky Sall n'ira pas jusqu'à le démettre sous la clameur populaire, mais moi je serais très étonné de le voir figurer dans un prochain gouvernement si jamais il y a remaniement.
parce que c'est une histoire d'une extrême gravité. Il peut être sanctionné pour ça. Mais bien évidemment. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler, on va revenir un peu sur la sortie quand même du ministre de l'Environnement. Est-ce qu'on peut parler de conflit d'intérêts? Parce qu'on l'a soutenu, c'est celui qui est censé préserver l'environnement et c'est lui-même qui a commandité, on va dire, ce transfert des gazelles. Alors, le conflit d'intérêts, il se trouve à deux niveaux. Le premier niveau est que le ministre de l'Environnement est le patron, le chef hiérarchique du directeur des parcs nationaux avec qui il est censé signer un protocole d'accord. Vous voyez évidemment qu'à côté du conflit d'intérêts, il y a un abus manifeste d'autorité. Parce que le directeur de l'Environnement, évidemment, même s'il a tort de donner suite à un ordre manifestement illégal, c'est son patron qui lui demande de signer un protocole en sa faveur. Premier niveau de conflit d'intérêt. Le second niveau de conflit d'intérêt est que quand le privé et la direction des parcs nationaux signent ce protocole, c'est au ministre de l'Environnement de l'approuver pour que le protocole soit exécutoire. Mais est-ce que les responsabilités aussi ne sont pas partagées? Parce que même si on vous demande, même si c'est votre supérieur qui vous demande de signer un protocole, si les mesures ne sont pas respectées, il n'y a pas de quoi signer. Oui, évidemment, c'est en ça aussi que je dis que la direction de l'environnement a tort de déférer à cet ordre manifestement illégal. Mais du point de vue du ministre, il est évident qu'il y a un double conflit d'intérêts, d'autant plus qu'il bénéficie gratuitement de 6 bêtes qui valent au bas mot 50 à 70 millions l'unité. Ces bêtes qui valent entre 50 et 70 millions, voire 100 millions de francs l'unité sur le marché. Évidemment, il y a un conflit d'intérêt quand il dit qu'il reste droit dans ses bottes. Il y a à se demander qu'est-ce que va l'ébranler. Alors, je voudrais également préciser, à la suite de M. Diong, qui a fait un excellent développement tout à l'heure, la question sur la Convention de Washington. C'est la Convention internationale sur le commerce et le transport des espèces sauvages. C'est une convention qui est gérée par la direction des eaux et forêts, qui est le point focal, et qui a assuré des hautes fonctions au niveau de cette convention en étant le président du groupe Afrique de cette convention pendant plusieurs années. Cette convention a eu à sanctionner le Sénégal dans les années 1995. En fait, parce que quand vous devez exporter un oiseau, il est soumis à cette convention. Il y a des papiers. Quand vous devez déplacer d'un lieu à un autre lieu une espèce protégée, il y a toute une procédure administrative. Et justement, on va revenir sur cette procédure parce qu'elle est quand même importante, mais juste analyser, Abdoulaye, la sortie du ministre de l'Environnement. Alors aujourd'hui, je crois bien que le débat à un niveau mondial, c'est de voir comment protéger toutes ces espèces qui sont en voie de disparition. Je crois bien qu'en tant que ministre de l'Environnement, s'il a les moyens de se doter d'une réserve naturelle, d'une réserve privée, il devrait pouvoir avoir le moyen de protéger ces gazelles et de se payer justement les billets d'avion pour aller assister à la grande migration justement de Serengeti. Je crois bien que c'était la meilleure démarche. Maintenant, quand il dit qu'il est droit dans ses bottes, n'est-ce pas ce même ministre qui, ne voulant pas que ses boîtes soient salies par du sable mouillé, a préféré marcher sur une natte pour lancer une campagne de reboisement. Alors, ministre de l'Environnement qui pollue aujourd'hui l'atmosphère, ministre du Développement durable qui adopte une démarche de sous-développement durable parce que ces oryx, quoi qu'on puisse dire, font partie justement des espèces aujourd'hui menacées. Je crois bien que pour analyser sa sortie, je crois bien que l'humilité devait pouvoir l'habiter afin qu'il puisse au moins demander pardon au peuple sénégalais par rapport à sa posture de ministre de la République. Il n'avait pas à menacer au point même de porter plainte certains professionnels de l'information et de la communication. Je crois bien que ce n'était pas la bonne démarche. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, l'environnement, comme l'a dit Momar,
paraît être relégué au second plan. Figurez-vous qu'à un moment donné, l'ensemble des ministres de l'Environnement qui se sont succédés à la tête de ces départements sous le magistère du président Abdoulaye Wade étaient véritablement lancés vers cette vaste opération de reboisement justement de nos terres désertes à travers la grande muraille verte de Mbelekhe à Tessekere, de Tessekere à Labgar, de Labgar à Ouidu Tengouli et passant par cette bande-là jusqu'au Mali, etc., etc. Les gens étaient de travailler sur un projet, à mon avis, qui pouvait apporter pas mal de belles choses au Sénégal et justement à nombre de pays africains. Mais aujourd'hui, la lutte pour la préservation de l'environnement, Momar, ne se situe pas seulement dans ce combat par rapport à l'interdiction justement des déchets plastiques. C'est une bonne démarche. La lutte pour la protection de l'environnement ne se limite pas seulement à la protection du littoral sénégalais de manière générale, mais elle est générale. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement, quoi qu'on puisse dire, est totalement soutenu par les partenaires techniques et financiers du Sénégal, tels que le Royaume des Pays-Bas et d'autres partenaires qui mettent énormément de millions dans le secteur de l'environnement. Je crois bien qu'il faut savoir adopter la bonne démarche, surtout lorsqu'on est à la tête d'un département aussi stratégique que l'environnement et le développement durable. Et je crois bien qu'aujourd'hui, la question centrale qui puisse nous permettre, je dis bien, d'atteindre l'émergence, si l'environnement, l'écologie, le développement durable sont relégués au second plan, je crois bien que nous ne pourrons pas atteindre justement tous nos objectifs. Alors docteur, vous avez parlé de la Convention de Washington. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage sécuriser le transfert de ces animaux fragiles? Mais ce transfert est largement sécurisé quand on doit déplacer une espèce protégée intégralement ou partiellement d'un point A à un point B. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Et la Convention doit en être informée. C'est en ça, je disais tout à l'heure, que le ministre a violé la Convention de la CITES, c'est la Convention sur le commerce et le transport des espèces de faune protégées. Évidemment, ce n'est pas la première fois que le Sénégal va être sanctionné. Parce que nous l'avons été en 1995. Et à ce moment, nous réexportions des oiseaux qui venaient frauduleusement de la Guinée-Bissau et de la Gambie, qui transitaient par le Sénégal pour être exportés vers les États-Unis et vers l'Europe. Et c'est depuis lors que le commerce des oiseaux est terminé au Sénégal. Des grands opérateurs comme Diallo Pitch, qui est bien connu, en fait, on les a connus à travers le commerce de ces oiseaux. Malheureusement, c'est cette interdiction de commerce au Sénégal qui a frappé le secteur du commerce des oiseaux, qui fait que nous sommes actuellement exclus du marché mondial de ces oiseaux. Alors, donc là, est-ce qu'on peut avoir des sanctions par rapport à ce qui s'est passé avec les oryx? Ah oui, il est évident que la Convention va être saisie de la question. Il est évident qu'elle va demander des explications au ministre, et les explications ne seront pas convaincantes parce que la Convention a été manifestement violée. Et le ministre donc devra évidemment faire supporter au Sénégal une autre sanction au titre de la Convention. Mais c'est d'autant plus grave. Et ça, nous avons les informations que l'ambassade d'Israël a écrit une lettre de demande d'explication au ministre, en fait. Parce que cette population d'oryx, environ 500 à 600 oryx actuellement, elle provient d'un noyau de 8 oryx que Israël nous avait gratuitement offert dans le cadre de la coopération. Et c'est en ça que c'est grave. On nous a offert gratuitement 8 oryx dans les années 2000 avec le président Abdoulaye Wade. Et ils ont été acclimatés. Momar Diong disait tout à l'heure qu'il y a une procédure de transfert de ces animaux. En réalité, il faut les capturer. Il y a des normes pour les capturer. Après les captures, il faut les mettre dans un lieu de quarantaine pour les habituer aux conditions de capture. Il y a des équipements, des camions spécialisés de transfert. Un vétérinaire doit les endormir avec une dose qui dépend du poids de l'animal. Il y a un moyen de les transporter, un moyen de les réveiller, de les réacclimater dans leur nouveau milieu avant de pouvoir les relâcher dans leur ranch.
bien sûr que le ministre était en train de faire une opération clandestine. C'est pourquoi il n'a pas pu respecter l'ensemble de ces dispositions. Est-ce qu'on peut parler d'opération clandestine? C'est quand même un peu fort pour un ministre de la République. Oh, en fait, quand l'opération est illégale, elle va jamais respecter les normes. Autrement, ça demandait qu'un grand nombre de personnes soient au courant. L'opération a été faite la nuit. Mais pour ça, il faut une enquête. L'opération a été exécutée pendant la nuit. Les animaux ont eu des dommages parce qu'ils n'ont pas été transportés avec des équipements réguliers normaux. C'est avec les pick-up 4x4 de la DPN qu'ils ont été transportés. Et je veux faire une confidence. Ces animaux qui sont morts ont fini en steak. C'est-à-dire? Il les a abattus. Quand les animaux étaient blessés et étaient au stade de la mort, il les a abattus pour en faire du steak. Et ça, nos collègues nous ont confirmé que Quand vous dites il, vous parlez de... Le ministre de l'Environnement. D'accord. Mais c'est grave. La viande de brousse, on ne la connaît pas au Sénégal. Mais c'est vrai que quand vous allez en Afrique centrale, c'est une viande prisée. Mais vous voyez, ça, on retourne dans une conception coloniale du ministre qui est un gouverneur, ministre de l'Environnement, qui a une ferme avec des animaux sauvages, parce que le ministre de l'Environnement qui va recevoir des autres étrangers. Regardez mon buffle, regardez mon oryx, c'est une espèce rare. Non, et c'est en ça que c'est grave. C'est en ça que c'est grave. Et nous, défenseurs des animaux, défenseurs de la nature, oui, cela nous choque, cela nous révolte. Et cela met en danger toute la politique environnementale du Sénégal. Mais vous savez, les gardes des parcs nationaux, ils dorment avec ces buffles dans la nuit. Ils dorment avec ces ours dans la nuit, dans la brousse. Est-ce que vous savez la somme d'efforts que pendant 30 ans, oui, des agents des parcs nationaux ont dépensé pour que nous puissions passer de 8 oryx à une population de 500-600 oryx. D'accord. Monsieur Dien, excusez-moi, avec la permission de Momar et de Nenaïcha, mais vous, les environnementalistes également, vous avez un rôle éminent à jouer. Je crois bien qu'aujourd'hui, le débat rien qu'à Dakar, qui est devenu une ville totalement bétonisée, vous devriez également faire partie de ce lot d'environnementalistes qui pourraient élever la voix pour aller dans le sens de propositions concrètes. Parce qu'aujourd'hui, le principal souci aujourd'hui au Sénégal, c'est la dégradation continue et pérenne justement de notre cadre de vie. En tant que maire également, donc vous êtes à la tête justement d'une collectivité, il y a également un rôle prépondérant à jouer, surtout au niveau de la banlieue. La bande des Filao aujourd'hui, on voit depuis plusieurs années ce qui s'y passe. Mais je crois bien que si par extraordinaire, chacun se met de son côté pour prêcher sa propre chapelle également, ça pose problème. Je crois bien que les environnementalistes, qu'ils soient de ce bord, qu'ils soient d'autre bord, pourraient aller dans le sens d'une rencontre collégiale pour aller dans le sens de faire des propositions concrètes qui puissent au moins permettre aux citoyens de savoir quelle est l'importance justement du cadre de vie par rapport à la préservation également de notre environnement. D'accord. Alors justement, très rapidement pour fermer ce chapitre, je vous laisse réagir, Momar Diong, parce que ce qu'il a dit quand même, c'est très grave de la part d'un ministre de la République. C'est très grave de la part d'un ministre, et puis j'ai entendu des personnes comme l'ancien député Cheikh Oumar Sy demander à ce que le ministre soit démis de ses fonctions ou qu'il se démette lui-même de ses fonctions. Et je pense qu'il y a de quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a un agent du parc de Hann qui s'amusait tout simplement à prouver à des visiteurs la docilité d'un lion en cage. Et il s'était permis de provoquer le lion en cage en lui donnant le bras. Et le lion s'était agrippé sur le bras. Et il était question, purement et simplement, de licencier cet agent. Le ministre l'a licencié. Il l'a licencié. Quand le ministre va jusqu'à licencier un agent qui a été coupable de ce geste vis-à-vis d'un lion en cage, pourquoi ne se démettrait-il pas lui-même de ses fonctions? Ça pose un problème. Ensuite, le second problème que ça pose, au-delà du scandale, mais c'est le réflexe de ces nouveaux riches. Il suffit d'être ministre pendant quelques années
pour avoir suffisamment de réserves foncières pour se permettre d'avoir une ferme à soi-même, au moment où les Sénégalais dénoncent avec des cris d'orfraie tous ces prédateurs terriens. Et puis deuxièmement, d'avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir entretenir une réserve. Donc on parle d'enjustement sans cause. Donc il y a vraiment un problème et je crois qu'il se pose, au-delà de tout ça, un problème de bonne gouvernance. Très bien. Alors nous allons y revenir. On va plutôt attaquer l'autre partie, l'actu commentée. C'est tout de suite, chers téléspectateurs. C'est parti pour l'actu commentée, chers téléspectateurs. Et nous démarrons par la sortie très critiquée de Babacar Ngom, PDG du groupe Sedima, sur l'affaire Dingler. Le président de l'ex-Africa, Eliman Abi Kane, parle de pétards mouillés et de fanfaronnades de la part de l'homme d'affaires. Babacar Ngom n'a pas tenu compte de l'aspect communautaire dans sa volonté de faire du business avec les terres d'autrui, selon le militant de la bonne gouvernance. Je vous propose de suivre la réaction de Eliman Kane au micro de Nanko Bakayoko. Donner autant de terres à une personne, ça c'est impensable, c'est incroyable. Qui sont élus, à qui on a donné le pouvoir aussi d'attribuer. Cette attribution-là doit être encadrée. Là aussi, il y a des problèmes qu'on doit pointer du doigt. C'est les problèmes de corruption, c'est les problèmes de détournement des deniers publics qui existent à ce niveau-là. Et donc, la responsabilité des maires, elle est interpellée avant tout. On a consacré 3 années, 3 bonnes années dans ce pays à consulter tout le monde. Donc, on le sait, le problème. Il faut l'attaquer par des mesures fortes. Et ces mesures-là sont attendues dans l'application des conclusions de la Commission nationale, donc sur les réformes foncières. Voilà, donc nous allons analyser avec Momar Diong cette sortie de Babacar Ngom. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à cette sortie? Écoutez, je ne vais pas donner une réponse normande à votre question et renvoyer dos à dos M. Babacar Ngom et les populations de Ndingler. Mais je n'ai pas pour autant une réponse tranchée par rapport à ces questions. Ma réponse sera plutôt mitigée. Je m'explique. Moi, je considère qu'on ne doit pas prendre des superficies comme ça et le donner à une personne. Et s'il s'avère que les 225 hectares, parce qu'il a rectifié, il dit qu'il ne s'agit pas de 300 hectares, mais 225 hectares, vont au-delà de la superficie de Djilakh, mais écoutez, je crois qu'il y a lieu de rectifier le tir. Par contre, il va falloir également que notre agriculture évolue un peu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'on soit très prompt à crier au scandale à chaque fois qu'on attribue des superficies à un Sénégalais bon temps et que par contre, on n'ait rien à dire quand c'est des étrangers qui prennent ces terres. Parce que dans la zone en question, il y a le site de l'ancien Reva qui est exploité aujourd'hui par un Italien et qui est à proximité du domaine qui a été attribué à Babacar Ngom. Si vous allez à Saint-Louis, vous avez les ZDF qui exploitent, c'est des étrangers. Si vous allez à Ndias, il y a des Hollandais qui exploitent également des superficies comme ça. À Sandiara, pareil. Si vous allez à Saint-Louis toujours, vous avez la compagnie fruitière du Sénégal. On ne crie jamais au scandale quand on prend des superficies de cette taille et qu'on le donne à un étranger. Par contre, quand c'est un Sénégalais qui veut les retrouver, eux, ces étrangers, dans le secteur de l'horticulture, qu'ils ont maintenant pris, parce qu'ils ont mis mes basses sur l'horticulture, on crie scandale. Je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, quand même, quelque chose à revoir. Parce que parfois, on voit toute une étendue de terres qui ne sont pas cultivées si ce n'est que pendant 2 mois. Il va falloir que notre agriculture se modernise un tout petit peu et que des gens qui peuvent employer des personnes comme Babacar Ngom puissent également les exploiter à bon escient. Même si il faut également trouver à redire sur le titre foncier dont il a été attributaire. Parce que moi, je pense que pour une exploitation de cette nature, un bail aurait simplement suffi. Et ça aurait d'ailleurs enlevé aux populations de Ndingler le sentiment qu'ils ont été dépossédés de leur terre et donné à quelqu'un qui a un titre de propriété là-dessus. Je crois que de ce point de vue-là, il y a quand même une ligne médiane qu'on peut trouver qui permettra à Babacar Ngom d'exploiter ses produits horticoles et de faire concurrence aux étrangers qui ont fait main basse sur le secteur, mais aussi de ne pas du tout déposséder
ou que tout se fasse au préjudice des populations de Ndingler. Alors, j'ai envie de dire, donc très rapidement sur cette question, encore un litige foncier. Mais encore un litige foncier, parce que nous continuons à être gouvernés par une loi de 1964. Une loi d'inspiration, d'héritage colonial. Et il est évident qu'à partir de maintenant, il faut bien que le président Macky Sall dépoussière les conclusions de la Commission nationale de réforme foncière et qu'il mette à jour les modalités de gestion foncière. Le domaine national est censé appartenir à l'État. Mais dans la réalité de tous les jours, man sama tolu mam duma nungu ab jambour jogé feulé ñeu fokati ko samay loxo parce que un président de conseil, un maire oui. Et un préfet ont décidé qu'ils prennent 275 hectares pour les donner à un individu. Je crois que du point de vue même moral. Alors, je crois qu'il faut que dans ce type d'attribution, qu'on organise une communication directe entre celui qui veut investir et les populations et que la ristourne, les investissements qui vont vers la communauté et qui vont vers les populations soient à la hauteur du préjudice que les populations subissent en termes de perte de leur capital foncier. Très bien. Alors également, le président de l'Ex-Africa s'est prononcé sur l'affaire de la centrale électrique flottante. Il demande la publication du contrat comme le stipule le code de la transparence. Selon Eliman Khan, le mystère autour du prix de la location de cette barque dénote une nébuleuse. Suivant ce compte rendu signé Nankou Bakayoko. Arrivée en octobre dernier, la centrale électrique flottante turque devait remplacer Sendou d'une capacité de 125 MW. Seulement, c'est toujours le mystère autour du prix de sa location. C'est incroyable. On est dans un état de droit. Cette centrale qui était prévue pour 6 mois et qui va rester sur 5 ans, qu'on ne soit pas capable de nous dire combien l'État du Sénégal paye pour ça, je trouve que c'est assez grave. Pour le patron de l'Ex-Africa, c'est une nébuleuse qui met à nu la gestion sombre des affaires publiques au Sénégal. L'opacité et l'absence de transparence dans les transactions de l'État avec les tiers, finalement, elle est située au niveau supérieur. Et pourtant, c'est ce président de la République-là qui a fait voter une loi en décembre 2012 qui dit clairement que l'État doit simplifier et publier tous les engagements qu'il prend avec des tiers. Selon des informations obtenues par Tribune, le prix de la location de cette centrale électrique turque dépasse le prix d'achat d'une centrale de 120 MW. Alors voilà, justement, Abdoulaye, pour 6 mois, on est parti maintenant sur 5 ans et malgré cela, les termes du contrat ne sont pas encore disponibles. On peut rien savoir. Comment analyser cette situation? En fait, depuis quelques jours, on ne cesse de dire que cette barge flottante turque reste et demeure un scandale parmi tant d'autres, en tout cas noté au niveau de la gestion de la Sénélec. Je crois bien que autant on a dépoussiéré le dossier Akile, on les a acculés à telle enseigne que le président a fini par prendre une décision contre des investisseurs sénégalais. Je crois bien que Akile est une société de droit sénégalais créée par des Sénégalais. Ce sont des Sénégalais qui y travaillent et malgré tout, le directeur général de la Sénélec, les principaux responsables et autorités de la Sénélec ont dénoncé le contenu de ce contrat. Mais pourquoi, bon Dieu, comme Omar l'a dit tout à l'heure, concernant les étrangers, pourquoi les étrangers ils peuvent venir? Ce n'est pas de la stigmatisation ou un appel au nationalisme, mais la barge flottante, au-delà justement du non-respect des normes environnementales parce qu'elle continue d'utiliser le fioul lourd et c'était pour une période de 6 mois pour aller au gaz. Aujourd'hui, cette barge nous coûte excessivement cher. On ne sait pas. L'allocation des 115 milliards dont on parle, est-ce que c'est sur quelques mois, c'est sur 5 ans? On ne sait pas. Et encore que le prix de la location sur 5 ans dépasse le prix d'achat d'une centrale de 120 mégawatts que le Sénégal peut utiliser sur une période de 15 à 20 ans. Donc il y a énormément de questions que l'on se pose, que l'on continuera à se poser, mais il est impératif que les autorités de la Sénélec puissent véritablement donner des éclairages clairs, précis et nets par rapport justement au contrat avec les Turcs. Alors, donc merci messieurs pour vos analyses. Merci docteur d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un dernier mot très rapidement. Mais ça a été un plaisir. Je voudrais simplement faire un appel au ministre de l'Environnement dans un sursaut de dignité et d'amour pour l'environnement, que les 4 au risque qui restent encore
dans son ranch et qui sont condamnés à une mort certaine, que ces 4-là soient ramenés dans leur lieu d'origine, parce que Bambilor n'est pas un milieu écologique favorable pour ce type d'animaux et il est évident qu'ils sont condamnés à mourir. Ce sont ces 4-là, plus des informations que nous avons, que d'autres autorités de la République ont également bénéficié de ces oryx, qu'ils ramènent également ces oryx qui se trouvent à Saint-Louis et à Linguère. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette première partie. Je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45. jàmbaar mooy ki fonk liggéeyam te ñeme coono.